Benyamin Netanyahou a obtenu le soutien de l'armée mardi lors d'une réunion de sécurité sur la poursuite de la guerre à Gaza. Préoccupée par la situation humanitaire à Gaza, la Slovénie est le premier pays de l'UE à interdire tout commerce d'armes avec Israël. Où en sont les autres ? Des frappes russes sur les régions de Kharkiv et Zaporijia ont fait au moins 7 morts et 13 blessés. Selon le maire de Lozova, une ville touchée, c'est l'attaque la plus intense depuis le début du conflit. L'Espagne a enregistré 1060 décès attribués à la chaleur en juillet. L'épisode caniculaire en cours fait craindre une aggravation de ce bilan. Benyamin Netanyahou a présidé ce mardi une réunion de sécurité sur la poursuite de la guerre à Gaza. Une réunion restreinte à laquelle ont participé les ministres de la Défense et des Affaires stratégiques, ainsi que le chef d'état-major de l'armée. Selon le bureau du Premier ministre israélien, l'armée s'est dit prête à mettre en œuvre toute décision prise par le cabinet de sécurité. Et ce, alors que plusieurs médias israéliens affirment que Benyamin Netanyahou envisage une occupation totale de la bande de Gaza. Selon la défense civile palestinienne, près de 70 personnes ont été tuées mardi dans des tirs israéliens dans l'enclave, dont une cinquantaine qui attendaient des distributions d'aide alimentaire. L'armée israélienne a pour sa part indiqué que 110 colis avaient été parachutés dans la bande de Gaza ces dernières heures, dans le cadre d'une coopération avec les Émirats arabes unis, la Jordanie, l'Égypte, l'Allemagne, la Belgique et la France. Ces parachutages d'aide alimentaire sont critiqués pour leur efficacité jugée limitée. L'administration Trump a finalement fait marche arrière ce lundi. Le gouvernement était sous pression pour avoir voulu empêcher certains États américains de recevoir des fonds d'urgence s'ils soutenaient le mouvement appelant au boycott économique d'Israël. Initialement, le ministère de la Sécurité intérieure avait posé comme condition que les États ne devaient pas soutenir la rupture des relations commerciales avec Israël ou limiter ses relations avec les entreprises faisant affaire en ou avec Israël afin de prétendre à un financement. Près de 2 milliards de dollars essentiels pour les opérations de recherche et de sauvetage, pour les salaires du personnel, pour les équipements et les ressources auraient ainsi été perdus. Mais face aux nombreuses critiques qui accusaient le gouvernement de mélanger aide humanitaire et idéologie politique, l'agence fédérale américaine a discrètement supprimé cette clause avant d'en nier l'existence. En l'absence d'un consensus au niveau européen, la Slovénie a fait cavalier seul. Elle est le premier pays de l'UE à avoir interdit tout commerce d'armes avec Israël, y compris le transit et l'importation. Cette décision vise à intensifier la pression sur l'État israélien pour mettre un terme à la guerre à Gaza. L'annonce est surtout symbolique puisque le gouvernement slovène n'a délivré aucun permis d'exportation d'armes vers Israël depuis octobre 2023. Les premiers fournisseurs d'armes à Israël sont les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne lui vend principalement des frégates et des torpilles, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. D'autres pays européens tels que la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas ne sont pas allés aussi loin que la Slovénie, mais ont réduit leurs exportations d'armes vers Israël. En effet, le traité sur le commerce des armes de 2013 interdit aux États de transférer des armes qui serviront à commettre des génocides ou des crimes contre l'humanité. En 2008, les pays de l'UE se sont également engagés à refuser les transferts de technologies et de matériel militaire qui pourraient servir à prolonger des conflits armés. Pour les États européens, il y a une obligation non seulement de ne pas exporter du matériel qui pourrait servir à commettre des crimes à Gaza, mais également de ne pas exporter du matériel qui pourrait servir à maintenir les dimensions terrestres, aériennes ou navales de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Et donc ça englobe en fait la quasi-intégralité du matériel militaire qui pourrait servir à l'armée israélienne. Dans les faits, des exportations européennes de matériel militaire vers Israël se poursuivent. Certains pays déclarent notamment que les pièces sont seulement assemblées en Israël ou qu'il s'agit de matériel d'entraînement qui n'est pas utilisé à Gaza. Et donc le travail de plusieurs associations de défense des droits humains en Italie, également de la presse d'investigation italienne, ont révélé que en fait, le gouvernement italien avait juste suspendu l'accord de nouvelles licences d'exportation, mais tout ce qui avait été autorisé avant le 7 octobre 2023 continuait à aller en Israël, notamment des pièces pour des avions d'entraînement. Au niveau européen, un embargo sur les armes a peu de chances d'aboutir. Il devrait être approuvé à l'unanimité au Conseil de l'UE. Selon le chercheur, des pays comme l'Allemagne, la Hongrie et la République tchèque, fervents défenseurs d'Israël, le bloqueraient.
Au moins 7 personnes ont été tuées et 13 autres blessées dans des frappes sur les régions ukrainiennes de Kharkiv et de Zaporijia. Des attaques qui surviennent quelques jours avant que le président américain Donald Trump ne fixe une date limite pour que Moscou accepte une trêve ou s'expose à de nouvelles sanctions. Une frappe visant la ville de Lozova dans la région de Kharkiv a tué 3 personnes et touché des infrastructures critiques, notamment des immeubles résidentiels, des infrastructures ferroviaires dont la gare de la localité, selon le maire de la ville. Celui-ci a déclaré qu'il s'agissait de l'attaque la plus intense contre ses habitants depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Il dénonce également une véritable action terroriste à l'encontre de gens pacifiques qui dormaient paisiblement. À Zaporijia, 4 personnes ont été tuées et 3 autres blessées selon le gouverneur de la région. De son côté, l'armée russe revendique la prise d'une localité dans l'oblast de Dnipropetrovsk, frontalière de la Russie. Des navires russes et chinois s'exercent à porter assistance à un sous-marin. Afin d'approfondir leur partenariat stratégique, la Russie et la Chine ont mené des exercices navals conjoints en mer du Japon durant 3 jours. 4 navires chinois ont participé aux côtés de la flotte russe aux manœuvres intitulées Joint Sea 2025. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les liens entre Pékin et Moscou se sont considérablement renforcés. Kiev accuse Pékin de fournir des armes à la Russie et d'avoir envoyé des mercenaires sur le sol ukrainien. En septembre prochain, Vladimir Poutine est attendu en Chine et devrait s'entretenir avec le dirigeant du pays, Xi Jinping. L'Espagne suffoque sous une nouvelle vague de chaleur extrême, exposant les personnes les plus vulnérables à des risques majeurs pour leur santé. L'épisode caniculaire en cours a déjà fait une première victime. Un homme de 85 ans est décédé lundi à Badajoz des suites d'un coup de chaud. Pour le seul mois de juillet 2025, 1060 décès liés à la chaleur ont été recensés en Espagne, selon le système de suivi de la mortalité quotidienne du pays. Un chiffre qui marque une hausse de 57% par rapport à juillet 2024. Depuis le début de l'année, plus de 3200 personnes sont décédées pour des raisons attribuables à des températures extrêmes, un bilan déjà largement supérieur à celui de l'année précédente, de près de 2500 décès, alors même que l'été est encore loin d'être terminé. 9 communautés autonomes sont placées en alerte jaune ou orange avec des températures pouvant atteindre jusqu'à 42 degrés. Selon l'agence météorologique nationale espagnole, cette vague de chaleur pourrait se prolonger jusqu'à la mi-août. La Chine fait face à une épidémie alarmante de chikungunya, une infection transmise par les moustiques. Dans la province du Guangdong, dans le sud du pays, plus de 5000 cas ont été signalés ces derniers jours. Les autorités ont déclaré qu'un cas importé a déclenché une transmission locale en juillet, mais n'ont pas précisé l'origine de l'infection. Pour empêcher la propagation de la maladie, Pékin a ordonné l'élimination des lieux de reproduction des moustiques dans les eaux stagnantes et libéré des centaines de poissons mangeurs d'insectes dans les lacs et autres plans d'eau. Les habitants des zones les plus touchées sont appelés à éliminer les eaux stagnantes de leur domicile, y compris dans les pots de fleurs, sous peine d'amende. C'est la polémique qui agite le Danemark depuis quelques jours. Le zoo d'Alborg, dans le nord du pays, a demandé à ses visiteurs et particulièrement aux propriétaires de cochons d'Inde, de lapins et de poulets d'en faire don pour nourrir ses prédateurs. La direction du parc explique qu'elle essaie ainsi d'imiter la chaîne alimentaire naturelle des animaux qu'elle héberge dans l'intérêt du bien-être de ceux-ci et rappelle que cette pratique n'est pas nouvelle. Som en storm, fordi det er jo ikke, der er intet nyt i det. Vi har altid gjort det. Og vi ser det også meget naturligt at gøre det på den her måde. Og det er lige præcis fordi, at der er nogen, der har forvekslet vores mindre husdyr med ordet kæledyr. Altså, og kæledyr, det er jo ikke det, vi tager ind. Altså, det er jo sjældent, der kommer nogen med et kæledyr. Og vi tager jo heller ikke hunde og katte ind, altså, som der er nogen, der tror. La demande du zoo a toutefois attiré l'attention des médias internationaux après avoir été rendue publique sur Facebook. Certains utilisateurs du réseau social l'ont qualifiée de malsaine. D'autres ont défendu cette pratique en précisant avoir fait don d'animaux par le passé. Le zoo affirme que les animaux donnés sont gentiment euthanasiés avant d'être donnés aux prédateurs. De cette façon, rien n'est gaspillé, a-t-il précisé.
La transition énergétique vers des sources d'énergie verte est l'un des défis les plus importants auxquels est confrontée l'Union européenne. Bien que l'objectif soit clair, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, le chemin pour y parvenir est semé d'embûches. Cela est particulièrement évident dans le secteur de l'énergie éolienne. La Pologne illustre à la fois les opportunités et les défis de cette transformation. Jak jesteśmy nad Bałtykiem czy nad morzem, wiemy, że tam zawsze właściwie wieje w każdym momencie dnia i nocy. To powoduje, że ta energetyka jest bardzo stabilna, produkuje dużo energii. Do tego jest oddalona od ludzkich siedzib, więc nikomu to nie przeszkadza, nie ma żadnych problemów. Bałtyk jest relatywnie płytkim morzem, co też ułatwia inwestycje. Des travaux sont en cours pour la construction de parcs éoliens en mer Baltique. Le premier d'entre eux, Baltic Power, devrait commencer à produire de l'énergie en 2026. Rozpoczęliśmy pierwszą fizyczną budowę na morzu turbin wiatrowych, więc już pierwsze turbiny na Bałtyku polskie stoją. To jest farma o mocy 1200 MW. Dwie kolejne farmy prawdopodobnie zaczną tą konstrukcję na morzu już w przyszłym roku, a do 2030 roku będziemy mieli 6 GW mocy, czyli 6000 MW z turbin wiatrowych na morzu. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że nie tak dawno zaczęliśmy cały ten projekt. La Pologne dispose d'un potentiel important en matière d'énergie éolienne, ce qui crée des opportunités en termes d'indépendance énergétique. To szansa dla polskiego przemysłu i dla polskiego biznesu. Już dzisiaj bardzo wiele dużych fabryk powstaje w Polsce, ale to też szansa na eksport polskich produktów na rynki zagraniczne, bo offshore wind to globalny biznes, który tak naprawdę na tych samych komponentach rozwija się wszędzie, pod każdą szerokością geograficzną. La Pologne se trouve aujourd'hui à un tournant alors qu'il y a encore quelques années, le charbon dominait le secteur énergétique national.